assez fou quand on y pense. En 2023, la ville de Paris a carrément banni 15 000 trottinettes électriques pour, soi-disant, sauver l'espace public. Ouais, un coup de balai spectaculaire. Exactement. Pourtant, si on se plonge vraiment dans les données, cette interdiction a peut-être fait reculer la mobilité urbaine d'une bonne décennie. C'est un point de vue qui se défend carrément quand on voit les chiffres récents. Bienvenue dans cette nouvelle immersion. Aujourd'hui, on prend l'enquête monumentale de Block News, qui vient juste de sortir en ce mois d'avril 2026, et on va en extraire tous les signaux essentiels. Et pour commencer, imaginons un instant cette scène. Vas-y, je visualise. Il est 7h45 du matin, sur une route nationale, juste à l'approche d'une grande métropole française. L'heure de pointe, quoi. Voilà, c'est la paralysie absolue. Le métal est immobile, les pots d'échappement fument. Et juste à côté de ce cauchemar, sur une belle piste cyclable verte, il y a un homme d'une cinquantaine d'années. Un costume ton. En costume impeccable, sac à dos, casque, et il remonte tranquillement cette file de 2 km sur une trottinette électrique. Il glisse, sans un bruit, en laissant des centaines de conducteurs complètement frustrés derrière lui. C'est une image tellement forte. En fait, elle cristallise une anomalie historique absolue dans le monde des transports. Comment ça, une anomalie ? Si on prend un peu de recul, l'automobile a mis un demi-siècle pour s'imposer. Depuis les premiers prototypes bizarres jusqu'à son hégémonie dans les années 60. Ouais, c'est vrai. Pareil pour le vélo ou le scooter thermique. Tous ces engins ont suivi des courbes d'adoption hyper lentes, avec des paliers, mais la trottinette électrique, elle, a purement et simplement pulvérisé toutes les lois historiques de la tech. C'est clair. Il y a 10 ans, c'était même pas légal sur la route. Exactement. C'était une curiosité qu'on trouvait au rayon jouets des supermarchés. Et du coup, notre mission aujourd'hui avec ce dossier Block News, c'est vraiment de comprendre cette bascule. Comment un petit engin de 15 kg a pu restructurer la mobilité française en à peine 5 ans. Un défi de taille. Et je propose qu'on commence direct par le choc des volumes. Parce que, franchement, les chiffres donnent le vertige. Je confirme. 4,5 millions d'unités vendues en France depuis 2016, avec un pic stratosphérique à 908 000 ventes, rien que pour l'année 2021. Et aujourd'hui, on en a 3 millions en circulation sur le territoire. 3 millions. Mmh. C'est l'équivalent d'un segment automobile entier qui sort de nulle part. Mais comment on passe d'un jouet marginal qui coûtait 767 € en 2016 à un phénomène de masse pareil ? C'est pas un miracle spontané, hein. C'est la mécanique d'une convergence industrielle redoutable. Le tout premier moteur, c'est l'effondrement des coûts, rendu possible par la puissance de frappe asiatique. Ouais, les fameuses usines chinoises. Voilà. T'as cité le prix de 767 €. En 2024, le prix moyen s'effondre à 414 €. Une baisse de 45%. C'est énorme. C'est massif. Et la vraie raison technique derrière ça, c'est la réutilisation des chaînes d'approvisionnement. Des géants comme Xiaomi ou Segway Ninebot n'ont pas eu besoin d'inventer de nouvelles usines en partant de zéro. Ah, ils utilisaient ce qu'ils avaient déjà. Exactement. Ils fabriquaient déjà des millions de cellules de batterie lithium-ion pour nos smartphones et des petits moteurs électriques pour les hoverboards. Tu te souviens de cette mode ? Oh mon Dieu, les hoverboards, oui. Eh bien, ils ont simplement pris ces composants existants et ils les ont réassemblés dans un nouveau format. Les économies d'échelle, elles étaient déjà là. C'est fascinant de se dire que c'est la batterie de notre vieux téléphone qui a pavé la voie. Mais un prix bas, ça crée pas forcément un usage du jour au lendemain. Il fallait bien que les gens essayent l'engin. Et c'est là que le libre-service entre en scène. Le fameux free floating, avec l'arrivée de flottes comme Lime ou Bird en 2018. En lisant cette partie de l'enquête, je me suis dit que c'était un peu comme passer du lecteur DVD au streaming vidéo. C'est une très bonne comparaison. Bah oui, on n'a plus besoin d'acheter la machine, on n'a plus besoin de la monter dans son appartement au 5e étage sans ascenseur. Surtout qu'elles étaient lourdes à l'époque. Et fini la peur de se la faire voler dans la rue. On télécharge une appli, on consomme un flux de mobilité pour un trajet bien précis, et on passe à autre chose. C'est une métaphore parfaite. En fait, le free floating a agi comme un éradicateur de friction. C'était littéralement la plus grande campagne d'essais gratuits de toute l'histoire des transports. Rien que ça ? Bah oui. Les usagers urbains ont pu tester le concept sans débourser 500 €, aucun risque financier, et une fois l'habitude prise, beaucoup ont fait le calcul et sont passés à l'achat d'une trottinette personnelle. Et par-dessus ça, on a eu le catalyseur ultime. La pandémie de Covid. Le timing était juste incroyable. En 2020, il n'y a plus personne qui voulait s'entasser dans un métro mal ventilé. Ça se comprend. Et la voiture individuelle saturait déjà tous les centres-villes. Du coup, la trottinette cochait absolument toutes les cases de survie urbaine de l'époque. Plein air, transport individuel, zéro contact.
Et le résultat de cet alignement des planètes, c'est que 53% des utilisateurs s'en servent aujourd'hui pour aller travailler. C'est plus un loisir du dimanche sur les quais, quoi. Non, c'est devenu la colonne vertébrale du trajet quotidien. Ce qui m'amène à un chiffre qui m'a complètement sidéré dans le dossier, l'arithmétique implacable de l'usage. Ah oui, la comparaison des coûts. Écoutez bien, la trottinette électrique est environ 29 fois moins chère à l'usage qu'une voiture thermique. 29 fois. C'est vertigineux. Le calcul de Block News est super clair. Avec 1 kWh pour faire 100 km, ça te coûte 15 centimes d'électricité. 15 centimes. La même distance en voiture coûte entre 9 et 12 euros de carburant. Et pour vraiment saisir la puissance de cet argument, il faut l'insérer dans la conjoncture macroéconomique actuelle. C'est-à-dire, C'est pas juste 15 centimes contre 10 euros à la pompe. Il faut voir le coût global de possession. Pense à un conducteur urbain aujourd'hui. Le samplon 95 ou 95 est autour de 1,85 € le litre. à cause des tensions au Moyen-Orient et tout ça. Voilà, et des quotas de l'OPEP. Et à ce carburant, tu ajoutes l'assurance auto qui explose chaque année. Le stationnement qui est devenu hors de prix en ville, Exactement. L'entretien classique, le petit impact sur le pare-brise qu'il faut régler. Bref, on dépasse très vite les 5 000 € par an pour maintenir une voiture en ville. 5 000 € par an pour la voiture, contre une recharge électrique dérisoire. Du coup, la trottinette agit comme un véritable bouclier anti-inflation. Alors attends, je t'arrête là-dessus. Vas-y. Si la motivation première, c'est d'échapper à l'inflation et de fuir le garagiste, le bon vieux vélo traditionnel gagne à tous les coups, non? Il coûte 0 centime en électricité, il est hyper robuste et en plus il fait faire du sport. Pourquoi l'homme en costume de notre exemple du début a-t-il choisi un moteur au lieu d'utiliser ses jambes? C'est là qu'intervient la psychologie de l'usager moderne. Ah, la flemme. Disons plutôt la recherche de prévisibilité et de confort absolu. Ce que la trottinette offre, c'est la promesse d'une téléportation urbaine avec zéro effort. Téléportation, tu y vas fort, hein? Mais c'est ça. Notre homme en costume veut un temps de trajet garanti, à la minute près. Mais surtout, il veut arriver à sa réunion de 8h30 sans la moindre goutte de sueur. Sans froisser la chemise. Sans avoir besoin de prendre une douche en arrivant au bureau. C'est l'élimination totale de la barrière physique. Ok, d'accord. Donc c'est très économique, c'est ultra pratique, ça ne fait pas transpirer. Et en plus, quand on regarde les émissions, on est à 12 grammes de CO2 par kilomètre pour une trottinette perso. Ce qui est très bas. C'est l'équivalent du métro Phi. Et fabriquer la petite batterie nous coûte que 28 à 37 kg de CO2, ce qui est une goutte d'eau par rapport aux centaines de kilos pour une Tesla. Ouais, vu comme ça a l'air parfait. Donc, si je résume, on a littéralement résolu la crise climatique urbaine du jour au lendemain. C'est la victoire absolue pour l'environnement. Et voilà, c'est exactement le piège dans lequel l'analyse superficielle est tombée pendant des années. Comment ça, un piège? C'est le grand paradoxe écologique de ce dossier. Et c'est fondamental de comprendre le mécanisme de substitution. Les 12 grammes de CO2 dont tu parles, ça veut rien dire dans l'absolu. Si, c'est toujours mieux que le pot d'échappement, non? L'empreinte carbone d'une technologie dépend exclusivement de ce qu'elle remplace. Si ta trottinette remplace un trajet en SUV diesel, oui, c'est un gain écologique spectaculaire. Mais les données prouvent que c'est pas du tout ce qui s'est passé en réalité. Attends, si les gens n'étaient pas dans des SUV, ils étaient où avant de prendre la trottinette? Dans des transports propres, les enquêtes de 2019 à Paris ont analysé le comportement des utilisateurs du libre-service. Les chercheurs ont découvert que 60% des trajets en trottinette remplaçaient un trajet en métro ou en RER. Ah ouais. Et pire, 22% remplaçaient la marche à pied. Non, sérieux? Si, et seuls 7% des usagers laissaient réellement une voiture au garage. C'est ce qu'on appelle un transfert modal inversé. Waouh. Donc, les gens louaient une machine motorisée avec des batteries au lithium simplement pour s'éviter 10 minutes de marche. Exactement. Et la conséquence mathématique est désastreuse. À cause de ce confort artificiel, et en ajoutant la logistique ultra polluante de l'époque, tu sais, les petites camionnettes diesel qui ramassaient les engins la nuit pour les recharger, Ah oui, les fameux juicers. voilà, eh bien le libre-service parisien a généré 13 000 tonnes de CO2 supplémentaires en 2019. L'innovation technologique a littéralement aggravé le bilan carbone. 13 000 tonnes créées par pur confort. La technologie n'est verte que si l'usage l'est. Sinon, c'est juste de la paresse motorisée. C'est un bon résumé. Et quand les citoyens qui ne marchaient plus mais devaient enjamber ces engins jetés n'importe où sur les trottoirs ont réalisé l'entourloupe écologique, la tolérance urbaine a complètement craqué. Jusqu'au point de rupture.
Ce qui nous mène au séisme politique du 2 avril 2023. La mairie de Paris, sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, organise une votation citoyenne. Question super simple, pour ou contre les trottinettes en libre service? Et le résultat a fait l'effet d'une bombe. 89% de votes contre. Le couperet tombe et 15 000 trottinettes sont physiquement expulsées de la capitale. Ouais, mais là encore, il faut vraiment appliquer un filtre critique sur cet événement. Le rejet paraît écrasant, 89%, on se dit que c'est un plébiscite absolu. Bah, c'est un score de République bananière, ouais. Sauf que les données électorales révèlent que seuls 7,46% des inscrits ont participé à ce vote. Attends, 7%? Ouais. Concrètement, un peu moins de 104 000 votants, majoritairement exaspérés par les nuisances physiques sur les trottoirs, ont dicté la politique de mobilité d'une métropole de plus de 2 millions d'habitants. Ah oui, la proportion est ridicule. La majorité silencieuse, et ça inclut les 400 000 utilisateurs réguliers mensuels de l'époque, n'a tout simplement pas pris la peine de s'exprimer. Mais avec une capitale d'une telle envergure qui ferme brusquement ses portes, je veux dire, on s'attendait tous à ce que le modèle partagé s'effondre. C'était la mort annoncée du free floating en France, non? Eh bien encore une fois, la réalité des données contredit complètement les apparences. Ils ont survécu? Mieux que ça. Les opérateurs ont fait preuve d'une agilité logistique hyper impressionnante. Les 15 000 engins bannis ne sont pas allés à la casse. Ils ont été redéployés de manière quasi chirurgicale. Vers où? Vers plus de 200 villes de province. Des villes comme Bordeaux, Lyon ou Lille, où le cadre était plus strict, encadré par des appels d'offres, mais où le modèle était accepté. D'accord. Et les flottes excédentaires, elles, ont tout simplement saturé des marchés internationaux, de Tel Aviv à Londres en passant par Madrid. Donc non, la trottinette partagée n'est pas morte, elle a juste abandonné le champ de bataille parisien. Ce redéploiement massif, ça montre quand même la résilience de l'industrie. Mais il y a un coût externe bien plus sombre que le CO2 ou l'encombrement des trottoirs. Oui, on aborde la partie difficile de l'enquête. Un aspect que l'industrie a mis très longtemps à regarder en face. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière a rendu ses conclusions pour 2025. Et les chiffres sont terribles. 80 morts. Le chiffre des décès a été multiplié par 8 depuis 2019. Et on compte plus de 900 blessés graves. On parle d'une véritable hécatombe silencieuse pour un engin qui, je le rappelle, ne dépasse pourtant pas les 25 km/h. Ouais, ces statistiques cachent une réalité biomécanique implacable que les professionnels de santé voient tous les jours aux urgences. C'est pas qu'une question de mauvaise infrastructure, hein. C'est quoi alors? C'est une question de physique élémentaire. Imagine la mécanique de l'engin, t'as des roues minuscules, parfois de 8 pouces seulement. C'est vrai que c'est tout petit. Donc, quand la grande roue d'un vélo rencontre un nid de poule de 300 cm, elle roule par-dessus sans trop de problèmes. Ouais, ça secoue un peu, mais ça passe. Mais quand cette petite roue de trottinette tape exactement le même obstacle, elle se bloque instantanément. Et comme le conducteur se tient debout, Avec un centre de gravité super haut. exactement, la base s'arrête net, la colonne de direction agit comme un pivot, et l'énergie cinétique propulse la personne en avant. C'est littéralement l'effet d'une catapulte. Ouh la vache! Et du coup, c'est le visage ou le crâne qui percute le bitume en premier. C'est terrifiant expliqué comme ça. Et quand on regarde le profil des victimes, ça révèle aussi un très grave problème de comportement. C'est-à-dire, L'enquête de Block News indique que dans 75% des cas, ce sont des hommes de 14 à 35 ans. Et que les utilisateurs sont responsables de l'accident dans plus de 72% des cas. oui, les comportements à risque. On parle de conduite à deux, ce qui déséquilibre complètement la machine. De l'utilisation du smartphone en roulant ou de la consommation d'alcool en rentrant de soirée. Et c'est exactement ce qui a provoqué l'indignation formelle de l'Académie de médecine récemment. Leur rapport pointe du doigt un vide juridique qui confine vraiment à l'absurde. Quel vide juridique! La trottinette électrique est aujourd'hui le seul véhicule motorisé en France autorisé à s'insérer dans le trafic routier sans exiger la moindre heure de formation, ni théorique ni pratique. Mais l'ironie de la situation est quand même monumentale. Ça veut dire qu'un gamin de 14 ans peut s'acheter un engin, s'insérer dans la circulation au milieu des bus et des bagnoles à 25 km/h, Oui, légalement. sans jamais avoir appris ce qu'est un angle mort ou une priorité à droite. Et à l'inverse, si ce même ado veut conduire un vieux scooter thermique bridé à 45, on va l'obliger à passer un brevet de sécurité routière avec des vraies heures d'auto-école. C'est une faille réglementaire béante, absolument. C'est le symptôme classique d'une législation qui avance au rythme lent de l'administration face à une technologie qui avance au rythme fulgurant du logiciel.
L'État a pourtant essayé d'encadrer le truc, non? Oui, ils ont tenté de réagir avec le décret de 2019 en créant la catégorie des engins de déplacement personnel motorisés. Ils ont fixé des limites d'âge, des interdictions de rouler sur les trottoirs, mais ils ont soigneusement évité le sujet de la compétence à la conduite. Et face aux 80 décès de 2025, ce statu quo est juste devenu indéfendable. Totalement. Si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, la trottinette est un peu la métaphore parfaite de notre époque. C'est joliment dit. C'est une idée technologiquement brillante qui répond à un vrai besoin, ce fameux casse-tête du dernier kilomètre. Ça génère un marché mondial de 49 milliards de dollars, mais ça a été déployé avec une telle violence, une telle soudaineté, que ça a créé un séisme politique et sanitaire qu'on essaie encore d'absorber aujourd'hui. Et l'horizon de 2026 et au-delà, c'est incontestablement l'ère de la régulation de rattrapage. Ça va sévir. Le port du casque obligatoire et la mise en place d'un permis allégé sont des probabilités très fortes à court terme, mais la macroéconomie aura toujours le dernier mot. Tant que le pétrole restera cher, l'équation financière continuera de pousser la population vers cette mobilité électrique légère, avec ou sans casque. Et justement, avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on termine sur une réflexion un peu plus large. En explorant les projections mondiales dans les annexes de Block News, on réalise quelque chose d'assez vertigineux. Sur les pays émergents, Exactement. En Asie du Sud-Est, par exemple, la trottinette électrique ne remplace pas une petite promenade en centre-ville de Paris. Elle remplace des flottes massives d'anciens scooters thermiques ultra polluants. un vrai gain écologique pour le coup. Et en Afrique subsaharienne, on voit émerger des startups locales fascinantes qui récupèrent ces modèles, qui renforcent les suspensions et adaptent les batteries pour résister aux pistes défoncées et aux infrastructures super complexes. Alors que l'enjeu réel de cet engin est planétaire. Et si, au fond, nos intenses débats sur les pistes cyclables lyonnaises ou sur les votations parisiennes n'étaient qu'une simple note de bas de page dans l'histoire U2? C'est une question qui pique. La réflexion que je propose à ceux qui nous écoutent d'emporter aujourd'hui, c'est que la véritable révolution de la trottinette se joue peut-être en ce moment même dans les pays émergents. C'est une technologie qui pourrait tout simplement leur permettre de sauter l'étape désastreuse de l'hégémonie de la voiture individuelle. Cette fameuse erreur que nous, on a traînée tout au long du XXe siècle. Exactement. Pour réinventer directement, et depuis le début, la mobilité d'un demi-milliard de personnes. La technologie agit ici comme un accélérateur historique, en leur évitant nos propres impasses urbaines. C'est vertigineux. Alors, la prochaine fois que la paralysie des bouchons se fera sentir au petit matin, et que cette silhouette en costume glissera silencieusement sur la droite de votre voiture, on pourra se dire qu'elle ne fait pas que dépasser du métal immobile. Non. À sa manière, elle dépasse le vieux monde du pétrole pour tracer une ligne directe vers l'avenir. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration en profondeur des données de Block News. Gardez l'œil ouvert et on se retrouve très vite pour une nouvelle immersion.